Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Alors ces jours-ci, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux une petite vidéo, vite fait, où je vous disais qu'il y avait des jours où je m'aimais pas, simplement. Hein. Des fois, c'est même pas juste je m'aime pas, il y a des jours où je me trouve vraiment dégueulasse. C'est tout, disons les choses comme elles sont. Euh, Voilà, des jours où j'ai les cheveux gras parce que, flemme de les laver la veille, quand je rentre tard ou que je suis fatiguée, ça arrive, hein, on a toutes des fois la flemme de se laver les cheveux, voire de se laver tout court, hein. Oui, on est entre nous, on peut se le dire, hein. Des fois, il y a des jours où on a la flemme de prendre une douche et on se dit, bah tant pis, je zappe ce jour-là. Et il y a des jours où on a la flemme de se laver les cheveux, il y a des jours où on a la flemme de se démaquiller, des jours, bref. Des jours où on a plein de boutons, comme là, où je l'ai laissé. Je l'ai laissé exprès d'ailleurs. J'aurais très bien pu le cacher, mais voilà, beaucoup de fond de teint pour cacher tes boutons, comme chantaient les inconnus à l'époque. Euh, J'aurais très bien pu le cacher, mais j'avais envie de le laisser pour cette vidéo. J'en ai peut-être même un deuxième là, d'ailleurs. Et un petit sur le front. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour où je laisse mes boutons. Ou parce que je vais vous parler un peu de mes complexes. De... pas vraiment qu'est-ce qui m'a poussée à devenir une power girl, hein, parce que vous savez que je suis devenue une power girl pour mon business, hein, parce qu'il fallait que je prenne confiance en moi et que je me mette en avant tout ça. Mais je vais vous raconter un peu d'où je suis partie, hein, parce que il y a eu un long chemin à faire avant que je me sente une power girl. Autant que je me sente une power girl physiquement, que je me sente une power girl mentalement, tout ça. Le chemin a été très long, parce que je partais de très très loin. Euh, Quand j'étais petite, j'étais plutôt bien dans ma peau, hein, à peu près. Ça a duré jusqu'en sixième, à peu près. L'entrée au collège, hein, comme beaucoup de gens. C'est au collège que j'ai commencé à me prendre les premières remarques négatives sur mon physique. Voilà. Je me souviens d'un jour où je me baladais dans les couloirs et puis où un grand troisième m'a fait une remarque sur le fait que j'avais pas de nichon. Et je vais pas vous redire ces propos exacts parce que j'ai pas spécialement envie de m'en souvenir. Enfin, je m'en souviens très bien, mais j'ai pas envie de partager ces propos exacts parce que ça fait mal et parce que c'était vraiment dégueulasse. Ouais, non, c'était vraiment dégueulasse et grossier et genre ça montrait bien que le corps des femmes appartient à tous les hommes, grosso modo. Enfin bref. Voilà, donc il m'a fait une remarque sur le fait que j'avais pas de sein et c'était très violent dans sa façon de le dire. Et ben voilà, j'avais ça et j'étais la plus petite de ma classe parce que voilà, la génétique fait que dans ma famille on n'est pas très grand et voilà, hein, on le sait très bien, au collège on n'a pas tous nos poussées de croissance en même temps. D'autant plus que moi, j'ai grandi en Alsace où c'est des bons gènes germaniques, hein. Voilà, des gènes de grands blonds qui grandissent très vite. Non, je déconne, hein, je fais un peu une généralité. Voilà, c'est pas tous les Alsaciens ne sont pas des Ariens, mais enfin voilà. Donc, vous voyez l'idée, quoi. Tout le monde, les trois quarts de la classe avaient déjà eu leur plus grosse poussée de croissance. Et moi, pas encore. Donc, c'était pas facile à vivre, hein. Euh, D'ailleurs, ça a été, oui, une période assez compliquée parce que j'avais des fois une tête de différence par rapport aux autres de ma classe. D'ailleurs, quand je vois mon fils aujourd'hui, qui est lui aussi tout maigre et pas très grand, je dis, heureusement, il est quand même un peu plus grand que moi à son âge parce que alors oui, il y en a dans sa classe qui font une tête de plus que lui, mais la majorité des élèves fait la même taille que lui, quoi. Il est dans la moyenne, donc je suis déjà contente de ça pour lui, parce que c'était être la plus petite de la classe, franchement, c'est pas facile à vivre. J'ai pu échanger là-dessus avec d'autres copines que j'ai rencontrées plus tard et qui étaient toujours très petites à l'âge adulte et qui étaient aussi les plus petites de leur classe à l'époque, et elles aussi l'ont très très mal vécu. On m'appelait la naine.
Voilà, on assimilait, parce que j'étais petite, j'étais un bébé, voilà. Du coup, on me traitait comme si je pouvais pas comprendre leurs blagues et tout, leurs sous-entendus graveleux et tout. Alors je les comprenais très bien, hein, j'étais jeune et j'étais naïve, mais j'étais pas à ce point non plus, hein, voilà, je veux dire, chez mon parrain, il avait toute la collection de Gottlieb, donc si vous connaissez Gottlieb, vous voyez un petit peu le genre, hein. Il y en a des très corrects, il y en a qui sont pas du tout corrects. Donc voilà, hein, j'étais naïve, mais pas si innocente que ça. Donc je comprenais très bien tous les sous-entendus qu'on pouvait me faire. Enfin, voilà, ça me faisait chier qu'on me prenne pour un bébé. J'avais une très très grosse différence de taille, donc comme je vous disais, avec tous les autres élèves de ma classe, au point que c'était en pleine période, c'était la mode des hormones de croissance à l'époque. Donc, je le vivais tellement mal. Et j'avais une telle différence de taille avec les autres élèves que ma mère m'a fait faire plein de tests à l'hôpital pour savoir si j'avais besoin d'hormones de croissance. Voilà, c'était des tests qui n'étaient pas... c'était pas facile pour moi non plus, hein. Bon, je manquais l'école, c'était cool. Mais les tests en eux-mêmes étaient pas toujours très agréables, hein. Entre la journée d'hospitalisation avec des prises de sang toutes les 5 minutes, l'injection de produits pour voir comment j'y réagissais. Voilà, il y a eu des produits qui m'ont fait augmenter mon rythme cardiaque au point que je suis tombée dans les pommes. J'ai eu une gastro-endoscopie, là, je sais plus le nom exact, là, quand on vous colle le tuyau dans la gorge là, pour aller regarder à l'intérieur de vos tripes. Voilà, donc j'ai eu ça sans anesthésie. Donc c'était horrible, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, puis le docteur qui plaisantait me dit tiens, regarde l'intérieur de ton ventre. Alors bon, par curiosité, j'ai regardé. Je n'aurais jamais eu d'autre occasion de regarder l'intérieur de mon ventre, donc j'ai quand même regardé l'intérieur de mon ventre, par curiosité. Mais j'ai pas tellement pu profiter du spectacle, hein, parce que quand on a un tuyau dans la gorge pendant plusieurs minutes, on a l'impression comme si on vomissait en permanence, comme si on avait quelque chose coincé dans la gorge, et c'est super désagréable. Enfin voilà, on m'a mesuré sous tous les angles, des échographies pour mesurer la taille de mon utérus, de mes ovaires, pour voir s'ils étaient dans la norme, la taille de ma vessie, la taille de tous mes organes. J'ai eu un âge osseux aussi, c'est quand on mesure après la taille du cartilage pour estimer quelle taille on fera à l'âge adulte. Alors pour le coup, ils se sont pas trompés, hein, la taille adulte qu'ils avaient estimée pour moi, c'est la taille que je fais aujourd'hui, hein, je fais 1m58, donc on était à peu près dans ces eaux-là, hein. J'ai dû entre 1m50, enfin 1m55, 1m... voilà, c'est ce qu'ils avaient prédit à peu près pour moi, donc voilà, hein, c'est dans la norme. Maintenant, ce 1m58 aujourd'hui, il y a plein de femmes qui font pas beaucoup plus d'1m60, hein, il y en a qui font même moins. Hein. J'ai rencontré plein de nanas, j'ai bossé avec des nanas qui étaient plus petites que moi, donc ça me rassure sur le fait que je suis normale. Parce que c'est vrai que j'ai grandi dans l'idée que j'avais quelque chose de pas normal. Même si, bon, à la fin, tous les résultats de mes tests à l'hôpital étaient normaux, voilà, les autres savaient où j'allais. Hein. Les autres de ma classe savaient pourquoi j'étais absente. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je sais qu'un de mes copains de classe, alors pas du tout méchamment pour le coup, m'a demandé alors, ça y est, est-ce que les médecins ont trouvé pourquoi t'es aussi petite Enfin bon, vous voyez le genre un peu d'ambiance. Alors, je blâme pas du tout mes parents pour ça, hein, je veux dire, ils voulaient faire pour le mieux, il n'y a aucun souci. J'étais d'accord pour le faire, hein, bien sûr, j'étais d'accord pour le faire. Finalement, je n'ai pas eu d'hormones de croissance, hein, heureusement, vu tous les problèmes qu'on a entendus par la suite à cause des hormones de croissance. Mais bref, voilà. Donc, très tôt, quand même, cette idée qui s'est un peu incrustée dans mon cerveau que j'étais pas normale, que j'étais pas comme les autres. Et c'est vrai qu'après, en grandissant, ça a été compliqué. On m'a toujours traité comme un bébé, au moins jusqu'en seconde, on m'a traité comme un bébé. Quand je dis on, je parle pas... Enfin, ma mère un peu aussi, mais bon, voilà. Parce que ma mère, c'est une mère poule très protectrice et tout, mais surtout les autres élèves à l'école, hein, m'ont traité comme un bébé. Et
c'est vrai que je me sentais différente parce que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Ils faisaient des trucs que je comprenais pas. Euh, J'avais des camarades de classe qui se bourraient déjà la gueule, qui buvaient déjà de la bière au collège, qui fumaient des cigarettes au collège, hein. Ça commençait à mon époque, hein, dans les années 90, ça commençait tôt, hein, il y en a qui commençaient en sixième. J'espère qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de première cigarette est beaucoup plus tard que ça, avec toutes les campagnes de prévention qu'il y a eu, mais ouais, il y en avait qui commençaient à fumer en sixième, et puis tout. Enfin, on trouvait ça normal, mais voilà, je comprenais pas. J'avais pas les codes, comme on dirait aujourd'hui. J'ai découvert récemment, hein, à l'approche de la quarantaine, que j'étais neuroatypique. Alors, j'ai pas été diagnostiquée, mais mon fils a été diagnostiqué autiste Asperger, hyperactif et HPI. Et bah, j'étais avec lui, hein, quand il a fait tous ses tests, quand il a répondu tous ses questionnaires. Et bah, par curiosité, ces médecins m'ont dit, ben écoutez, voilà, on ne vous fera pas le diagnostic parce que bah, ça coûte cher, hein, de faire le diagnostic. Déjà pour lui, heureusement le HPI, il l'a fait avec la psychologue scolaire, donc ça m'a déjà économisé 200 balles. Mais tous ces tests, ça coûte très très cher. Surtout le test ben, pour l'autisme. Le test l'hyperactivité, lui, il a pu le faire en hôpital public par le CRA, donc du coup, ça a été pris en charge. J'ai pas avancé grand-chose de ma poche. Mais le neuropsychologue pour l'autisme, ouais, là, c'était très cher parce que ben, le CRA, il y avait énormément d'attentes pour ça. Donc moi, je n'avais pas envie d'attendre trop longtemps parce que je voyais qu'il y avait un truc avec lui qui lui aussi était différent. Et donc, bref, j'ai passé moi aussi tous les questionnaires. Et même si je n'ai pas reçu de diagnostic, je me suis énormément reconnue dans tous ses traits. J'ai pas forcément répondu les mêmes choses que lui, hein, au questionnaire, mais j'ai aussi coché beaucoup de cases, que lui cochait pas forcément, mais moi je cochais aussi énormément de cases dans les tests pour l'autisme et l'hyperactivité. Et le haut potentiel, bon ça, vu que c'est quand même plus ou moins génétique, hein, voilà, mon mari et moi, on s'est amusés à faire des tests. On en a fait sur Internet, je ne sais pas à quel point ils sont fiables, parce qu'on les a tous les deux trouvés hyper faciles. Mais bon, en même temps, euh, peut-être que d'autres personnes ne les trouvent pas faciles du tout, je sais pas. Mais bref, si on en croit ces tests d'Internet, mon mari et moi, on est HPI tous les deux aussi. Donc là, pour ça, j'ai moins de doutes. Mais voilà, donc ce qu'il en ressort, c'est qu'il est fort possible que je sois aussi autiste et que j'ai aussi un trouble de l'hyperactivité, avec ou sans déficit d'attention. Peut-être avec déficit d'attention dans mon cas, parce que des fois, il m'arrive, je peux être très concentrée et il y a des moments où j'ai la capacité d'attention d'un poisson rouge, hein, ou d'un gamin qui a bouffé tout un paquet de bonbons. Donc si vous avez des gosses, si vous les avez déjà vus bouffer tout un paquet de bonbons, vous voyez de quoi je parle, hein. Donc voilà, donc ce que j'ai compris à l'âge adulte me fait mieux comprendre aussi comment moi j'ai vécu mon adolescence, hein, pourquoi je me suis toujours sentie un peu différente, pourquoi j'avais pas les codes, pourquoi je me suis sentie à l'écart, pourquoi j'ai toujours eu énormément de mal à m'intégrer. Au lycée, ça allait un petit peu mieux, on va dire, mais bon, c'était compliqué quand même. Voilà, ben je complexais. Bah, au collège, carrément, le premier garçon dont j'étais tombée amoureuse m'a dit que j'étais moche. Donc, c'est quelque chose qui reste, hein. Euh, c'est quelque chose qui reste et puis qui est pas facile à vivre, hein, surtout quand voilà, il est sorti avec une autre fille de ma classe qui était adorable, qui était très gentille, hein, que j'aimais beaucoup. Mais donc, je n'en ai pas du tout voulu à cette fille, hein, parce qu'on était copines et puis c'était une fille vraiment adorable. Donc, mais ouais, c'était dur de savoir que ben, lui me trouvait moche et que même quand il était plus avec elle, j'ai réessayé de tenter ma chance. Elle-même m'y avait encouragée en plus. Donc vous voyez à quel point. Mais ben voilà, c'est à ce moment-là qu'il me dit non, qu'il me trouvait moche. Donc voilà, puis ben
Ouais, j'étais le genre de fille que les garçons n'envisageaient même pas, quoi. Si j'avais essayé de m'intéresser à un autre gars, bah non, j'étais pas du tout dans son champ de vision, hein. On parle de friend zone, hein, un terme que j'aime pas beaucoup parce que voilà, c'est un terme qu'utilisent les mecs un peu frustrés. Mais moi, j'étais au mieux dans ce que j'appelle la sister zone, quand les mecs me considèrent plus ou moins comme une petite sœur à protéger, hein, ça m'est déjà arrivé. Et au pire, j'étais carrément hors zone. Donc, ouais, donc c'est pas. C'est très chiant, hein, quand t'as envie d'être un peu comme tout le monde, quand tu vois que plein de filles autour de toi ont des copains, ou que même juste t'es amoureuse d'un mec, enfin, tu flashes sur un mec parce que quand t'es ado, t'es pas vraiment amoureuse. Tu crois que tu l'es parce que les hormones, tout ça, mais tu sais pas ce que c'est, t'as pas de point de comparaison, donc tu te rends compte plus tard que ce que tu pensais être amoureuse à l'époque, en fait, non, mais rien, c'était pas du tout être amoureuse. Mais bref, amoureuse comme on l'est ado. Hein, quand on flash sur un gars, et puis qu'on le regarde pendant tout le cours, et puis qu'on écrit son nom partout, bref, des trucs un peu nunuches qu'on fait quand on est ado. Et de savoir que on n'est même pas une option pour ces mecs-là, qu'on est une option pour aucun mec d'ailleurs, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout, voilà, quand on n'a pas de nichon, euh, quand on grandit, pas, quand on se développe pas aussi vite que les autres. Moi-même, ma meilleure amie, et c'était pareil, c'était pas dans un but d'être méchante avec moi à l'époque, mais elle m'avait dit ouais, les garçons, quand ils parlent d'une fille, ils font ça. Bon, sexisme ordinaire, hein, déjà très intégré à 12 ans. Elle me dit bon, les garçons, quand ils parlent des filles, ils font ça. Quand ils parlent de toi, ils vont faire ça. Moi, j'y peux rien. J'avais beau dire à mes nichons, bah, allez-y, poussez, quoi. Allez, ça m'est déjà arrivé même de les exposer à la pleine lune, en cachette, parce que j'avais entendu dire que ça faisait pousser les nichons, tous les trucs cons, hein, qu'on entend. Boire de la bière fait pousser les nichons. Enfin bref, j'avais essayé, hein. Tous les trucs à la con. Là, aujourd'hui, on peut voir, ils ont jamais poussé, hein. Et au final, aujourd'hui, franchement, ça m'arrange. Parce que je peux dormir sur le ventre et tout, je peux mettre n'importe quelle robe sans avoir l'air vulgaire. Donc, franchement, c'est hyper confortable d'avoir des petits seins. Donc aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Mais à l'époque, oui, je pensais que, voilà, à cause de moi, à cause de ça, les mecs me regardaient pas. Un mec m'a clairement dit qu'il ne s'intéresse... Un autre mec, pas celui que j'avais croisé quand j'étais en sixième, mais un autre sur qui j'avais flashé après en troisième, m'a dit que clairement, non, juste à cause de ça, non, il sortira jamais avec moi parce que j'avais pas de sein. Voilà. Et le mec de qui j'étais amoureuse avant, à ce moment-là, il y aurait peut-être eu moyen, mais je ne m'intéressais plus à lui. Bon, voilà, mais, voilà. Bref, ce sont des choses qui arrivent. Mais, puis pareil, au lycée, je tombais toujours... je flashais toujours sur les mauvais mecs. Il y en avait un, je me souviens, une de mes copines était allée sonder le terrain pour moi, parce que c'est ce qu'on faisait, hein, on allait sonder le terrain pour les copines et tout. Elle m'a dit mais que quand il lui en a parlé, il a carrément éclaté de rire. Voilà. Hein. Donc ça fait plaisir. Hein. Voilà, on me dit, ouais, c'est une blague. Quoi. Voilà, j'étais la fille pas embrassable, pas baisable, comme on dirait aujourd'hui. Donc j'ai passé mon adolescence dans l'idée que j'étais une option pas du tout envisageable. Donc du coup, je me trouvais moche, je me trouvais affreuse, je me trouvais informe. Euh, ouais, j'ai porté des soutifs rembourrés pendant des années. Hein, et encore, j'avais tellement pas de seins que même les soutifs rembourrés, ça faisait pas grand-chose. Mais ouais, non, je me trouvais pas belle. J'étais super mal dans ma peau, j'étais très maigre. Bon, même si ça m'a jamais vraiment gêné d'être maigre en fait. Ce qui me gênait, c'était de pas avoir de forme. Et voilà, même plus tard, quand tu as eu Shakira, qui était très plate, elle était plate, mais elle avait quand même des hanches. Je me dis, putain, moi j'ai rien. J'ai pas les seins, j'ai pas les hanches, quoi. Et même le tour de taille, j'avais pas la taille particulièrement fine. Hein. J'ai toujours eu le tour de taille
assez large, on va dire, parce que, question de cage thoracique, hein, voilà, au bout d'un moment, ma cage thoracique, mes muscles ont fait que, j'avais pas la taille fine, hein, voilà, on n'y peut rien avec sa morphologie, hein, quand on disait que les mannequins dans les années 90, elles faisaient du 90, 60, 90, ouais, moi au début je faisais 60, et puis j'ai vite fait 65, et voilà, alors que j'étais maigre, hein, j'étais maigre, j'étais très mince, et je faisais quand même plus de 60 de tour de taille, parce que voilà, on n'y peut rien, hein. C'est ma morphologie qui était comme ça. Donc bref, pour dire que j'avais énormément de complexes déjà par rapport à mon physique. J'ai eu aussi, alors ça a passé un tout petit peu à la fac. À la fac, j'ai commencé vraiment à avoir des petits copains pour le coup, et à avoir une vie sexuelle. Voilà, hein, disons-le. Donc du coup, je me sentais déjà un petit peu plus sexy. Parce que voilà, j'étais plus la nana délaissée. Mais enfin voilà, par contre, quand j'étais au lycée, oui, ma plus grande crainte, mais c'était de finir célibataire à 30 ans, comme Bridget Jones quand elle raconte qu'elle va finir sa vie toute seule dans son appart dévorée par ses chiens. Voilà, moi je me dis, mais punaise, mais non, mais être célibataire à 30 ans, mais punaise, mais je vais finir seule toute ma vie, quoi. Je vais être une vieille fille à chat. Alors que maintenant, aujourd'hui, il y a des jours, franchement, où je me dis, putain, une vieille fille à chat, finalement, ce serait pas si mal. Il y a des jours où le mari fait chier, où les enfants font chier, où il faut toujours ranger derrière eux. Il y a des jours où je me dis, ouais, putain, mais vieille fille à chat, finalement, c'était une bonne option. Bon, voilà, je regrette pas de m'être mariée. Je me suis mariée relativement jeune par rapport aux critères de maintenant. J'étais pas la première de mes copines à me marier, mais c'est vrai que maintenant, quand on voit que beaucoup de filles se marient plus vers la trentaine, moi je me suis mariée à 26 ans finalement. J'étais très très pressée de me marier suite à tous ces complexes et à cette peur de finir vieille fille. Donc j'ai parlé très tôt de mariage avec mon petit ami, avec qui aujourd'hui mon mari, au bout de 15 jours, hein, on a parlé mariage, donc bon, heureusement lui était d'accord aussi. Donc, bref, revenons-en au sujet. Donc à la fac ça a commencé à aller un petit peu mieux, mais physiquement je me trouvais plus aussi moche, mais je me sentais quand même toujours très très mal dans ma peau, j'étais dans une période dépressive. Je pense parce que je sais pas, je dois une espèce de fascination morbide pour les maladies mentales. Et je lisais beaucoup d'articles, de bouquins sur les troubles de la personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, si je consultais aujourd'hui avec mes problèmes de l'époque, je pense qu'on me diagnostiquerait soit bipolaire, soit borderline à l'époque, parce que j'avais vraiment tout. Je cochais toutes les cases, hein. Donc j'étais vraiment pas bien. J'avais de gros complexes aussi par rapport à mon intelligence. J'avais peur de ne pas être assez intelligente. Euh, J'avais très peur d'être bête, d'être plus bête que la moyenne. Je voulais absolument être la plus intelligente possible. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'amuser à faire des tests de QI sur Internet, quand j'ai eu Internet. Parce que je voulais avoir le plus haut QI possible. Alors que bon, c'est pas... Enfin, les tests de QI, plus on en fait, plus ça devient facile en même temps. Et enfin, l'intelligence, c'est pas que ça, quoi. Donc, j'avais un gros complexe là-dessus. Euh, je souffrais énormément quand on me disait que j'étais moche. Mais enfin, si on me disait que j'étais bête, c'était encore pire. C'était encore pire. L'idée qu'on me traite d'idiote m'angoissait. Si j'avais à choisir entre me faire traiter de moche ou me faire traiter d'idiote, je préférais encore me faire traiter de moche. Quand on me disait tu préfères être belle ou intelligente, je préférais être intelligente. Voilà, je préférais être moche et intelligente que belle et stupide. Euh, J'avais une angoisse par rapport à l'idée d'être bête. Euh, je sais pas d'où ça vient. Je pense que j'ai toujours eu de très bonnes notes. Et elles ont commencé à baisser au lycée.
Je ne sais pas si c'est parce que les cours devenaient plus difficiles, hein, le niveau était plus élevé, ou si c'est parce que je commençais à m'intéresser un peu trop aux garçons et puis assez aux cours, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est vrai que le fait que j'étais HPI m'a donné beaucoup de facilité tant que les cours étaient faciles. Et dès qu'il fallait bosser, ben, c'était très dur pour moi. Euh, c'est, j'ai remarqué ça chez beaucoup d'HPI. Euh, Quand on a l'habitude de tout réussir sans rien faire, dès qu'il faut commencer à bosser un peu, mais c'est super dur. C'est beaucoup plus dur que pour quelqu'un qui a toujours eu besoin de bosser dur pour avoir de bonnes notes. Donc, puis voilà. Et surtout, ben, toutes mes neuroatypies font aussi que ben, quand un sujet m'intéresse pas, j'ai pas envie d'y consacrer du temps. Donc, je faisais vraiment le minimum syndical pour avoir la moyenne, mais j'en faisais pas plus. À part en maths, parce que j'adorais les maths, mais c'est devenu. J'ai fait une première S, c'était hyper difficile les maths. À l'époque, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, parce que malheureusement, le niveau baisse d'une année à l'autre, ce que je peux constater. Donc, voilà, parce que j'ai travaillé en lycée, j'ai travaillé à l'université, et j'ai l'impression que les niveaux d'exigence ont tendance à diminuer un peu. Donc, à l'époque, la première S, c'était vraiment très difficile. Et j'avais beau adorer les maths, je n'arrivais pas à avoir la moyenne. Je bossais énormément, je sais pas, il y avait un truc, une logique qui m'échappait, je pense. Parce que j'avais eu, jusque-là, j'avais 15 de moyenne en maths, je suis tombée à 8. Hein, ma moyenne a été divisée par 2. Et je pense que on a abordé d'autres formes de calcul, et je pense qu'il y avait une logique qui m'échappait. Mais, et en plus, à cette époque-là, j'étais copine, mais avec les têtes de classe, hein. Voilà. J'ai eu la chance de. La première, c'était une de mes meilleures années parce que, ben. Enfin, d'une certaine façon. Euh, Parce que, ben, j'avais un groupe de potes qui étaient cool et qui en même temps étaient des têtes. Donc, voilà, c'était vraiment chouette. Je sais pas si vous avez vu le film Le monde de Charlie, où Charlie, ben, c'est pareil, c'est le petit ado banal qui a rien pour se démarquer des autres, et puis il tombe sur une bande de gamins à la fois intelligents et super cool. Donc il traîne avec eux, et puis c'est la fête, quoi. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être tombée sur une. Alors j'aimais énormément mes copines que j'avais en seconde. La preuve, j'ai toujours gardé ce lien avec elles. Je suis redevenue plus copine avec elles quand je les ai retrouvées en terminale, parce que je suis passée d'une première S à une terminale L. J'avais demandé le redoublement en première S. Mon prof principal me l'a refusé parce que ben non, c'était pas possible, il n'y a pas assez de place pour que tu redoubles. Tes notes sont quand même un petit peu trop bonnes pour que tu redoubles dans certaines matières. Donc il m'a dit, il était d'accord avec moi que j'arriverais absolument pas à suivre en terminale. Donc, et comme le redoublement n'était pas possible, ben, il m'a dit le mieux pour toi, c'est de faire une première L, enfin une terminale L, avec l'option maths, comme j'aimais les maths. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une première L, option maths, voilà, et où j'ai retrouvé ma bande de copines. Et bon, bah, du coup, j'avais plus trop de contact avec mes anciens bandes de potes cool, mais bon, c'était pas très grave parce que j'adorais mes copines et puis ma bande de copines. Euh, et bah voilà, d'ailleurs, elles ont même été invitées à mon mariage par la suite. Même si aujourd'hui, ben, la vie fait qu'on est dispatchés aux quatre coins de la France et on se voit quasiment plus, mais on est toujours plus ou moins en contact sur les réseaux. Bref, je m'éloigne de nouveau du sujet, mais enfin voilà, j'avais vraiment très très peur d'être stupide. Donc, et longtemps, bah, j'ai complexé par rapport à mes lectures parce que ben, je lisais pas de trucs intello. Hein, en terminale, en philo, je foutais rien. Comme les trois quarts des élèves en cours de philo en terminale, hein, si vous voulez qu'on comprenne à des cours de philo quand c'est la première fois qu'on en fait, et surtout qu'on te demande juste de savoir par cœur des concepts qui avaient 400 ans pour la plupart, pour la plupart, enfin voilà.
n'a aucun intérêt. Je trouve des cours de philo de terminale qui n'ont aucun intérêt. Alors que aujourd'hui, je lis énormément d'essais, et de bouquins qu'on pourrait qualifier de philosophiques. J'aime toujours pas la littérature intello. Je n'ai jamais aimé les classiques français, je n'en lis toujours pas. J'aime beaucoup les classiques anglophones, par contre, parce que... Bon, je fais une petite parenthèse, mais une petite digression, pour dire pourquoi j'aime mieux les classiques anglophones que les classiques français, bref. Je trouve que les classiques anglophones se concentrent plus sur les personnages, sur le développement des personnages et sur le développement de l'histoire. Ils sont beaucoup plus divertissants, quelque part, et que les classiques francophones se concentrent beaucoup plus sur sur le style. Sur le style, les descriptions, tout ça. À vouloir rendre trop la réalité. Et je trouve ça un peu chiant, en fait, quelque part. Des fois, c'est... Alors, je suis pas forcément la plus apte à juger, puisque j'en ai lu très peu. Le seul... Voilà, j'avais lu La fortune des Rougons en seconde, hein, de Zola. Je me suis fait suer, comme c'est pas possible. Et je n'ai plus ouvert un Zola avant l'âge adulte. Celui que j'ai lu, c'était Au bonheur des dames. C'était parce que il m'intéressait, parce qu'il parlait d'un grand magasin. Et d'une nana qui avait de l'ambition et puis qui a un peu grimpé les échelons dans ce grand magasin. D'ailleurs, j'ai adoré la série qui en a été tirée. Et j'ai adoré la série aussi qui y ressemble un peu, celle sur... Selfridge. Voilà, Mr. Selfridge. Donc, voilà, je vais juste refermer un peu ma parole. De toute façon, les classiques français, c'est tous des vieux bonhommes qui ont décidé que c'était les classiques, c'était ça, et qu'ils ont sélectionné quasiment des bouquins de vieux bonhommes. Hein. Il y a très peu de bouquins de femmes dans le lot. Souvent, elles ont dû prendre un pseudo d'homme. Hein, alors, les sœurs Brontë ont aussi dû prendre un pseudo d'homme masculin, mais ensuite, elles ont vite repris un pseudo masculin. Mais je trouve que la littérature anglophone a laissé beaucoup plus de place aux femmes que la littérature francophone aussi. Voilà. Hein, de ce côté-là, je trouve qu'ils ont beaucoup moins sexistes. Bon, bref, on revient au sujet. Je complexais beaucoup parce que je ne lis pas de classiques français. Je lis très peu de bouquins intello. Je ne m'intéresse absolument pas au prix Goncourt et compagnie. Voilà. Je regarde aussi peu de films intello. Genre de films que j'adore voir et revoir, c'est genre Nos pires voisins ou Copains pour toujours d'Adam Sandler. Hein, voilà. C'est des films que je peux revoir en boucle. Après, il y a des films un peu plus intello que je peux revoir, bien sûr, encore et encore. Mais si j'ai envie de regarder la télé sans me prendre la tête et de m'amuser, je vais regarder une bouse américaine. Voilà, parce que au moins je sais que je vais me marrer. Voilà, c'est les genres de films qui me marquent plus que les films intello. C'est pas vers quoi je vais me tourner spontanément. Si j'en entends vraiment de bons échos, je vais aller regarder. Mais tous ceux encensés par la critique, hein, les Polanski et compagnie, tout ce qui parle d'homme qui trompe sa femme, de femme qui trompe son mari, de très vieux monsieur avec une femme très jeune, là, tous ces trucs là, du vieux macho dégueulasse. Non, moi ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai adoré le Portrait de la jeune fille en feu, qui est dans les films intello, mais intello féministe. J'ai énormément adoré le film Miss, qui est l'histoire d'un homme androgyne qui s'habille en femme pour passer le concours de Miss France. Voilà, il y a des films intello que je suis capable d'aimer, mais c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. Moi, je n'ai même plus le temps de regarder la télé. Je regarde très peu de films, je regarde très peu de séries. Et en général, quand je regarde une série, je binge parce que j'ai quelques jours de vacances. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'ai plus le temps. J'ai déjà tellement de choses à lire que j'ai pas le temps. Et par choix, je choisis de lire en majorité des femmes plutôt que des hommes, parce que voilà.
On nous a fait taire pendant tellement de temps. Ben maintenant, voilà, c'est à nous d'un peu de nous faire de la moula hein, dans le domaine de la littérature. Enfin bref, je m'égare encore une fois. Donc j'ai pendant longtemps complexé, donc à la fois sur mon physique, sur mes lectures, sur mon intellect, sur ce que je regardais au cinéma, sur... plus tard, j'ai complexé sur ma façon d'élever mes enfants, j'ai complexé... et même quand j'ai réussi à me débarrasser un peu de mes complexes, j'en ai d'autres qui sont venus. Bon, par exemple, là, ce set boss sur le nez a toujours été là, mais je ne l'aime pas. J'ai appris à vivre avec parce que j'ai pas envie de payer 2000 balles pour me faire charcuter. Euh, je me suis fait faire des injections, je ne le cache pas, d'acide hyaluronique dans les lèvres. Alors très léger, juste pour me donner, juste pour adoucir un peu mon visage. Parce que je trouvais que ma resting bitch face était trop sévère, quoi. J'étais vraiment bouche en cul de poule, machin, tout ça, donc j'aimais pas trop. Donc voilà, pour adoucir un peu mon visage. Je ne compte pas faire du botox qui paralyse tout le visage. Oui, voilà, en vieillissant, à l'approche de la quarantaine, j'aurais fêté mes 40 ans il n'y a pas longtemps. D'autres complexes, on va dire, sont venus. Je n'appellerai pas ça des complexes parce que c'est des choses que j'accepte quand même plus facilement et que j'ai la chance par rapport à d'autres amis de mon âge de ne pas avoir trop de rides, hein, de ne pas faire mon âge, comme on dit. Mes rides, je les vois que si je regarde de près. Par exemple, mes pattes doigts ne me dérangent pas. Là, on les voit pas trop. Ce que j'aime moins, c'est mes rides sur le front. Si je m'approche un peu, est-ce qu'on les voit? Voilà, on les voit un tout petit peu. Voilà, mais je compte pas me faire de botox pour les faire enlever. Elles m'embêtent, mais pas trop. Oui, je fais de la gymnastique faciale parce que j'ai pas envie d'avoir des bajoux qui pendent. Hein. Retarder ça le plus possible. Je n'exclus pas de me faire des injections pour adoucir ma ride du lion, parce que celle-là, je n'aime pas. En fait, ce que j'aime pas, c'est tout ce qui peut me rendre un peu plus sévère. Des fois, en vieillissant, il y a des gens qui ont le visage qui s'adoucissent, et il y a des gens qui ont le visage qui devient plus sévère. Donc moi, j'ai pas envie que mon visage devienne trop sévère. Donc c'est pas exclu qu'un jour je me fasse faire des injections pour cette petite ride du lion. Qu'on ne voit pas trop à la vidéo parce que j'ai la lumière qui vient d'en face, mais que moi je vois tous les jours dans la glace. Donc voilà. Je me teins les cheveux, mais c'est pas pour cacher des cheveux blancs. Hein. Si je vous montre mes racines que j'ai pas faites depuis Noël, vous voyez qu'il n'y a pas de cheveux blancs. Alors, je les fais parce que j'aime avoir les cheveux roux. J'ai toujours eu envie d'avoir les cheveux roux, et puis voilà, ça me plaît d'avoir les cheveux roux. Je me sens beaucoup plus moi-même avec les cheveux roux. Mais oui, d'autres complexes sont apparus. Par rapport toujours à mon physique. Hein. J'avais réussi à enfin accepter mon physique. Quand j'ai rencontré mon mari, quoi, j'avais la vingtaine passée. Et puis, j'ai eu une période où j'étais très très maigre. Hein. J'étais à 1 kilo de demander à être internée. Tellement j'avais maigri sans raison particulière. À l'époque, je pesais 39 kilos pour 1,58 m, donc ce qui est très très bas. C'était vraiment à la limite sous le seuil minimal de l'IMC. Donc j'étais à 39 kilos et je m'étais dit, si je descends à 38, je me fais interner pour essayer de reprendre du poids, quoi. Et de reprendre du poids sans prendre du gras. C'est ça qui est difficile. Hein. C'est facile de prendre du poids. Il suffit de manger au McDo tous les jours, des frites, du gras et tout. Mais voilà, je voulais prendre du poids, mais sans prendre du gras. Je voulais prendre du poids, mais bien, quoi. Donc, et j'avais très très peu d'appétit. C'était très difficile parce que j'ai toujours eu très peu d'appétit. Alors quand on m'a fait tous ces tests justement pour l'hormone de croissance, on m'a pas vraiment diagnostiqué de retard de croissance. Par contre, on m'a diagnostiqué une anorexie. Alors, pas l'anorexie mentale où on se prive de manger volontairement. Non, c'était juste que je n'avais pas d'appétit. Voilà, c'est tout. J'avais pas faim, simplement. Parce que j'avais un petit estomac. Effectivement, ça c'est quelque chose qui avait été constaté, hein, que j'avais un petit estomac. Donc, je mangeais très peu à table.
Mais par contre, je pouvais grignoter en dehors des repas, ça me posait pas de problème. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un bon métabolisme qui commence avec l'âge, hein, le métabolisme change aussi. Et donc, après avoir accouché de mon fils, je me suis dit, allez, j'ai eu un enfant, avec un peu de chance. Comme j'avais pris des hanches et des seins dans la grossesse, je me suis dit, j'aurai enfin des formes. J'aurai enfin des seins, des hanches et la taille fine. Et non, tout a été proportionnel. Enfin, tout a été proportionnel, pas vraiment. Oui, j'ai pris des hanches. Ça, je suis contente d'avoir pris enfin des hanches. J'ai pas pris de poitrine. Mais mon tour de taille a augmenté lui aussi. Donc, parce que mes côtes ont bougé. Voilà, quand on a un bébé, comme je n'étais pas très très grosse, que je n'avais pas beaucoup de place dans mon ventre, le bébé il est allé là où il avait de la place, hein, il est allé vers le haut, surtout que j'avais des très bons abdos. Donc bébé est allé plutôt vers le haut et a écarté ma cage thoracique un petit peu. Donc ce qui fait que mon tour de taille s'est élargi aussi. Et il a fallu que j'accepte ça, quoi, de passer à 70 de tour de taille. Hein, alors que vous vous souvenez, on vise toujours le 60. Hein, bon, c'est pareil, j'ai fini par l'accepter. Mais oui, voilà, j'avais ce 70 de tour de taille qui m'a fallu du temps pour accepter de nouveau. Et accepter mon nouveau poids. Accepter que je ne faisais plus 44 kilos, mais 48. Et ensuite, j'ai pu redescendre à 47, 46. Et ensuite, j'ai eu ma fille. J'ai eu ma fille et j'ai repris un petit peu des hanches, ce qui ne me déplaît pas, personnellement. J'ai toujours pas pris de sein. Mais voilà, j'ai repris un peu de tour de taille, mais voilà, la petite nouveauté, c'est que voilà, là ça se voit pas trop parce que j'ai pris du bourrelet, voilà, des bourrelets qui n'étaient pas là avant. Et dont je n'arrive pas à me débarrasser, même en faisant de l'exercice régulièrement. Alors, oui, j'avoue, je ne me prive pas. J'ai toujours cette tendance au grignotage que j'ai toujours eu. Même si quand même je fais gaffe, hein, j'essaie de pas trop abuser. S'il y a un jour où j'ai mangé 2 gâteaux, ou si j'ai mangé du gâteau 3 fois dans la semaine, je vais essayer de faire attention de ne pas en manger plus. Parce que oui, il y a des jours où on fait du gâteau, et puis il y en a, et puis j'en mange au petit-déj, j'en mange au goûter, puis le lendemain, je vais en remanger au petit-déj, je vais en remanger au goûter, voilà, je ferai gaffe après les jours qui suivent. Voilà, j'ai pas envie de me priver, mais j'ai pas non plus envie de passer mon temps à la salle. Donc voilà, c'est une question d'équilibre, hein, simplement faire attention, mais pour sa santé aussi, pas que... voilà, je veux dire, ce serait pas bon pour ma santé si je m'autorisais à manger 2 parts de gâteau tous les jours. C'est simplement ça, c'est pas une question de prendre du poids ou perdre du poids, c'est aussi des fois simplement une question de santé. Donc voilà, des choses avec lesquelles je dois apprendre à vivre, hein, les changements de mon corps, et avec lesquels on doit toutes vivre, hein, surtout les femmes en particulier. On est plus sujette que les hommes au changement dans notre corps, hein, du fait de notre métabolisme qui est un peu différent, du fait de nos hormones qui sont différentes, hein, qui font que on a tendance naturellement à prendre plus de gras que les hommes, c'est comme ça. Et qu'avec la ménopause, le métabolisme change, et puis avec les grossesses et tout ça, tout fait que notre corps, il va changer toute notre vie, et qu'il faudra apprendre à vivre avec. Et, et voilà, ou bien simplement faire ce qu'il faut, ou accepter que... parce que c'est vrai qu'on a aussi une tendance, la tendance body positive, là, qui voudrait qu'on s'accepte tout le temps. Je regardais justement une vidéo ce matin de Amy Story. Je crois que je vous ai déjà parlé d'elle. Hein. Je regarde pas forcément toutes ces vidéos, mais il y en a qui m'interpellent. Et celle-ci, justement, sur les nouvelles trends à la mode, du chirurgie, tout ça, qui change tous les 6 mois. Et que tu te fais opérer pour être d'une façon un jour, et puis 6 mois plus tard, t'es plus la mode, tu peux te refaire opérer pour être autrement. Et elle parlait du body positive toxique, qui fait que t'es obligé de t'accepter tel que t'es tout le temps. T'es pas forcément obligé non plus de t'accepter tel que t'es tout le temps. Tu peux t'accepter à un moment de ta vie, et puis ton corps va changer, et tu vas peut-être pas forcément accepter ça. Et c'est ok si tu veux changer ce corps. Je veux dire,
si tu vas prendre d'un seul coup 10 kilos parce que tu fais un coup de déprime, t'es pas obligé d'accepter d'avoir pris ces 10 kilos. Tu as le droit de refaire un régime pour les reperdre par la suite, ou de faire une liposuction si tu as les moyens. Enfin, voilà. Moi, je dirais plutôt qu'il faut... C'est pas trop une question que de s'accepter tel qu'on est, mais une question plutôt d'accepter ce qu'on peut pas changer, surtout. S'il y a des choses que tu veux changer, et surtout que tu es prête à faire ces efforts, eh ben, change-les. Je veux dire, si tu as envie d'être plus mince, mais que tu es prête à aller suer 4 heures par semaine à la salle de sport, bah vas-y. Personne t'en empêche. Et c'est pas contraire au body positif. Si toi, tu as envie de te sentir mieux dans un corps mince et musclé, c'est tout à fait ton droit. Et c'est même bon pour la santé, quelque part. Pareil, tout est une question de ne pas partir dans l'excès. Mais c'est sûr que c'est meilleur pour la santé d'avoir un corps mince et musclé que d'être obèse. Voilà. Ok, tu peux très bien, même si t'es obèse, accepter tel que t'es, mais décider un jour de perdre du poids parce que ta santé est en danger. Hein, je veux bien qu'il y ait du body positive et tout, mais faut pas aller dans les extrêmes non plus. L'extrême maigreur, c'est mauvais pour la santé. Le surpoids en excès, c'est mauvais pour la santé aussi. Hein, voilà, je veux dire, il y a un moment, oui, il faut s'accepter tel qu'on est, mais il faut aussi prendre en compte sa santé. Hein, voilà. Et c'est pas ne pas s'accepter que de faire ce qu'il faut pour avoir un corps en bonne santé. On peut aimer son corps gros, on peut aimer son corps mince, mais surtout, ce qu'il faut, c'est aimer son corps en bonne santé. Voilà. Et puis surtout, on va pas forcément s'aimer tout le temps. Comme je vous le disais, notre corps peut changer, où il y a juste des jours, on a moins le moral que d'autres. Hein, variation hormonale, très souvent. Des fois, juste des choses qui nous sont arrivées, où il y a des jours où on va se trouver moche, on va se trouver dégueulasse. Moi, il y a des jours où si j'ai plein de boutons, soit je ferai pas de vidéo, je calerai une vidéo à un autre moment, ou alors soit je déciderai que voilà, pour une fois je peux mettre un filtre, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, j'ai quelques boutons, alors j'en ai pas énorme. Si j'avais vraiment des gros stars là sur toutes les joues, oui, je n'aurais peut-être pas fait ma vidéo aujourd'hui, ou alors j'aurais mis du fond de teint. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de les laisser visibles, ces quelques boutons, parce que voilà, c'est pas grave. Hein. C'est pas un bouton qui va vous rendre laide. Alors oui, si je m'étais prise en photo, une photo qui doit rester, une photo un peu officielle sur les réseaux, oui, j'aurais probablement effacé ce bouton. Je me serais pas fait chier à mettre du fond de teint parce que j'aime pas ça, et que surtout ça couvre pas très bien. J'aurais fait un petit coup de la petite gomme magique là sur mon logiciel de retouche photo, et puis voilà, j'aurais enlevé ce bouton. Je veux dire, vous avez le droit de retoucher vos photos, c'est pas interdit. Ce qu'on n'aime pas, c'est les filtres qui vous changent complètement la forme du visage. Hein, personne ne va vous en vouloir si vous photoshopez un bouton. Personne ne devrait vous en vouloir si vous photoshopez un bouton. Personne ne devrait vous en vouloir si vous décidez de laisser ce bouton et de ne pas le photoshopper. Je pars un peu dans tous les sens dans cette vidéo, je sais, c'est... vous me connaissez, c'est toujours comme ça, je m'emballe, et puis, côté HPI, pensée en arborescence, voilà, une idée en entraîne une autre, du coup, je m'éparpille. Je m'éparpille comme ça tout le temps. Voilà, et vous allez voir si vous connaissez mes romans, parce que je ne suis pas que coach, je suis aussi romancière, voilà, nouvelle digression. Dans mon prochain roman, Héloïse, l'héroïne principale, a aussi un peu cette pensée en arborescence. Donc, des fois, elle va partir dans des délires qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. Voilà. Oui, je faisais ma petite promo romancière. Voilà. Sur ce, je reviens donc à notre sujet. Oui, vous avez le droit de pas vous aimer tous les jours. Vous avez le droit d'avoir des complexes. Mais vous avez le droit de décider que c'est pas grave, je vais vivre avec. Comme moi, mon nez. Hein. Mon nez, oui. Alors, si j'avais une baguette magique qui pouvait me le changer sans douleur, et puis sans que ça me coûte rien, direct, oui, je le fais. Après, voilà, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de payer 2000 balles, parce que, oui, je me suis renseignée sur les prix, ça coûte entre 2000 et 3000 balles de se refaire le pif.
Et surtout, ben, c'est un bon mois de bleu, de douleur, et voire encore plus de presque, ouais, au moins 3 4 mois pour voir le résultat vraiment définitif, le temps que le visage ait arrêté de gonfler, que tous les hématomes soient partis. Donc voilà, non, j'ai pas envie de payer 200 balles pour souffrir 4 mois. Hein. Déjà, mes injections, j'ai eu mal, mais un mal de chien le jour même. Alors, déjà, la piqûre elle-même, elle, c'est pas grave, mais bon, il y a un produit anesthésiant qui est dans l'acide hyaluronique, dans le produit d'injection. Il y a un produit anesthésiant qui fait que bon, bah, la douleur s'estompe très vite. Mais une fois que l'anesthésiant ne fait plus effet, on douille. On douille et j'avais pour le coup bouche de mérou tout le reste de la journée et encore un peu le lendemain. Et ça a bien mis 2 semaines pour que ma bouche ait complètement dégonflé et qu'elle prenne son aspect définitif. Hein. Donc voilà. Donc déjà ça, c'était quand même assez compliqué. J'ai essayé de pas trop me montrer et tout. Ça tombait bien que c'était en hiver, donc je pouvais mettre mon écharpe par-dessus. Puis on avait encore les masques à l'époque, donc voilà. Donc je pouvais sortir en public sans qu'on voit trop les dégâts. Mais ouais, quand tu te retrouves déjà passé 2 jours avec une bouche de mérou, c'était dur. Alors passer 4 mois avec le nez comme as, j'ai pas vraiment envie. Hein. Surtout que je me suis déjà tapé des sinusites carabinées. Où j'avais vraiment très très mal, comme si je m'étais pris un mur dans la tronche. Et là, ça a duré que quelques jours, hein, mais j'étais enflée de tout le visage. J'avais le nez hyper douloureux, et ben, ça a duré quelques jours. Alors, j'imagine même pas vivre ça 4 mois. Hein. Donc, voilà, mon nez me plaît pas tellement, mais je fais avec. Voilà, c'est tout. Mes bourrelets me plaisent pas tellement, pour l'instant, je fais avec. Après, oui, j'avoue, je mets de côté pour me faire une cryolipolyse parce que, ben, peut-être je le ferai ou peut-être je le ferai pas, peut-être que je changerai d'avis au final, peut-être que j'arriverai à les perdre, mais à tout hasard, je suis en train d'économiser pour une cryo. Donc, c'est-à-dire détruire les cellules graisseuses par le froid, voilà, en les congelant. Donc, enfin, pas vraiment en les congelant, mais en les détruisant par le froid. Donc, voilà. Peut-être que je passerai par cette case-là, si vraiment ils sont récalcitrants et tout. Parce que voilà, c'est tout, parce que j'ai envie. Et peut-être que je changerai d'avis. Peut-être que je finirai par m'accepter avec mes bourrelets. Je veux dire, je m'en fous, c'est pas ça qui m'empêche de porter des crop tops. Hein, voilà, aujourd'hui j'ai un crop top. Et je m'en fous. Voilà, c'est tout. Je veux dire, j'ai un bas de jogging, parce que ça me sert moins qu'un jean. Le jean, la boutonnière, elle fait mal vers le nombril quand on a un petit bourrelet et qu'on est assise trop longtemps. Donc je mets surtout des joggings et des leggings. Maintenant, je mets quasiment plus de jeans. Donc, un problème résolu. Non, voilà. Mes bourrelets me plaisent pas plus que ça, mais j'en fais pas tout un plat non plus. Après, oui, bah, il va y avoir des jours où je suis un peu plus ballonnée. Hein, généralement, c'est juste avant d'avoir mes règles, hein, comme beaucoup de femmes. Et ouais, et là, je vais trouver mon ventre super moche, et je vais me trouver dégueulasse, et je vais me trouver moche, et ben voilà. Et il y a des jours où je serai fatiguée, où j'aurai plus de cernes, où j'aurai le teint moche, j'aurai des boutons, et où je vais me trouver moche, et où je vais me trouver dégueulasse. Et c'est pas grave, ça va durer 1 jour, 2 jours. Et puis, ben, à un autre moment, je m'aimerai de nouveau et tout. Voilà, c'est tout. Ma cellulite, et ben, c'est pareil, je m'en fous. Dire qui la voit à part moi quand je prends ma douche ou mon mari. Dire, et lui, il s'en fout. Donc voilà. On n'est pas obligé de s'accepter totalement pour être bien dans sa peau et pour avoir confiance en soi. Voilà, moi je vous parle de confiance en soi, je suis avec vous, je vous partage mon expérience sur YouTube, parce que j'aime ça, à force. J'aime partager avec vous et que, bah, au début, je partageais dans mes livres, j'avais commencé un peu à tenir un blog vaguement, mais bref. Je trouve ça tellement plus simple de filmer une vidéo, en fait, et de parler, et de m'exprimer, et puis même si je vais dans tous les sens, je m'en fous.
Je trouve ça tellement plus simple comme moyen pour m'exprimer. Même si ma chaîne, elle perce jamais. Même si vous restez une poignée, vous êtes quoi? Vous êtes 43 en ce moment. J'espère qu'un jour, vous serez plus. Mais voilà, mes vidéos font des fois jusqu'à une centaine de vues. Donc voilà, pour la centaine de personnes qui regardent mes vidéos, ben, je suis contente de venir là, vous montrer telle que je suis, dans toute mon humanité imparfaite. Euh, voilà, et puis vous dire que oui, des fois, ben, ce sera plus l'amour qui sera aux commandes, hein, l'amour de vous. Des fois, ce sera l'ego qui sera aux commandes. Et l'ego qui a été blessé par le passé, l'ego qui n'est jamais satisfait, l'ego qui est surtout blessé, en fait. Des fois, ce sera cet ego qui va prendre les commandes et c'est pas grave. C'est pas grave, juste te dire, ok, aujourd'hui, c'est toi, je te laisse, vas-y, exprime-toi. Voilà. Dis tout ce que tu as à dire. Tenir un journal, ça peut aider dans ces moments-là. Regardez mes vidéos, ça peut vous aider dans ces moments-là. Parce que ces vidéos, je les fais pour vous, mais comme je vous l'ai déjà dit, je les fais aussi pour moi. Hein. Parce que moi, je comprends aussi les choses pour moi quand je vous parle. Et surtout, ben, ça m'aide à l'ancrer. Je me parle à moi comme si, voilà, comme si j'étais une meilleure amie ou une coach ou une gourou qui venait me parler. Ben, voilà, je me parle à moi, je me coach moi-même en même temps que je vous coach vous. Donc, voilà, moi aussi, il y a des jours où c'est mon ego qui parle. Où c'est mon ego qui me dit ouais, ben, t'es pas parfaite, hein, et ça ou ça qui pourrait être mieux. Des fois, mon ego me dit, quand on voit tous les gens qui sont beaux à la télé, dans les films d'amour, les scènes de sexe, tout ça, des fois, je me dis, mais non, mais enfin, toi quand t'es toute nue, t'es pas belle comme ça, t'es ridicule avec ton gras et tout. Puis d'autres jours, ben voilà. Oui, il y a des jours où ça va vraiment me bloquer. Cette idée de pas être belle quand je suis toute nue. Et il y a d'autres jours, ben, quand je prends ma douche, parce que j'ai un miroir juste en face de la douche, ma salle de bain est faite comme ça, hein, que j'ai un mur entier qui est recouvert d'un miroir, et la douche qui prend tout le mur entier en face, donc forcément quand je prends ma douche, je me vois, et ben, il y a des jours où je prends ma douche et je vais me kiffer de ouf. Je vais me kiffer de ouf, malgré mon gras, malgré mes bourrelets, malgré ma cellulite, malgré mes poils sur les jambes, parce que oui, ben, des fois je m'épile pas, hein, surtout en hiver. Voilà, et il y a des jours où ces poils, je les supporte pas, mais pour autant, j'ai pas envie de passer le rasoir parce que je sais que ça va me brûler, me piquer. J'ai pas envie d'utiliser de la cire parce que je sais, voilà, donc, je le fais quand il y a une grande occasion, je le fais de temps en temps, quand vraiment il y en a beaucoup. Puis en été, c'est sûr, je le fais plus souvent, hein, parce que je vais mettre des shorts et j'assume pas forcément d'être en short ou en robe avec des jambes poilues. Après, s'il y a un ou deux poils ou quelques millimètres de poils, je m'en bats. Si je suis juste à la maison, je ne sors pas, je m'en fous. Il y a même des fois où je sors et je fais même pas gaffe et les gens, ils vous remarquent pas. Ça, un truc qu'il faut vraiment que vous intégriez. Parce que quand on sort et qu'on se focalise sur un truc qu'on n'aime pas chez nous, on se dit, mais tout le monde va le voir. Mais tout le monde va voir que je me suis pas épilé les jambes. Tout le monde va voir que j'ai mis mes chaussures à orteils. Tout le monde va voir que j'ai des boutons plein la gueule. Mais la vérité, c'est que non. Personne remarque vos défauts. Les gens qui remarquent vos défauts, c'est sur les réseaux sociaux où ils ont que ça à foutre d'aller clasher parce qu'ils sont mal dans leur peau. C'est tout. Dans la rue, dehors, personne ne va vous faire de remarques sur quoi que ce soit. Vous pourriez même sortir déguisé en Batman, je suis sûre que personne ne vous dira rien. Peut-être même les gens voudront être pris en photo avec vous. Mais pour vous dire que les gens, dehors, ils sont tellement eux-mêmes dans leur drama à se dire putain, mais j'ai mon haut qui va pas avec mon bas, je suis trop grosse, je suis trop machin, je suis trop ci, je suis trop ça. Ils sont trop occupés à calculer, à écouter leur propre ego qui vous calcule pas, les gens. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas du regard des autres quand vous sortez. Quand vous sortez, les gens, ils sont dans leur ego, ils remarquent que leurs défauts à eux et ils font pas attention à vous. Sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, c'est différent. Parce que la photo, elle reste, la vidéo, elle reste. Et il y a des gens qui, malheureusement, sont tellement mal dans leur peau qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que d'aller démolir les autres gratuitement. Ben, ces gens-là, il faut les ignorer, c'est tout. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et j'ai la chance de ne pas me prendre trop de remarques négatives. Je m'en suis pris. Hein, quand la première fois que j'ai fait de la pub pour mon bootcamp sur la confiance en soi, je m'en suis pris plein la gueule.
enfin, plein la gueule. Je me suis pris quelques remarques pas très sympas. Où on m'a dit ouais, de toute façon, tu fais que des filtres, facile d'avoir l'air belle avec des filtres. Alors oui, j'avais mis une photo de moi sans filtre, et pour illustrer moi avant, moi qui n'avais pas confiance en moi, et pour illustrer la photo de moi qui ait confiance en moi, oui, j'avais effectivement mis une photo où j'avais mis quelques filtres, mais j'avais pas retouché mon visage. J'avais juste touché aux couleurs de la photo, à la luminosité, tout ça, ce qui fait que j'avais un joli teint de porcelaine, des cheveux d'un rouge flamboyant, et un beau maquillage. Voilà, c'est tout. Je n'avais absolument rien changé sur mon visage. C'est juste que je voulais vraiment des photos qui marquent les esprits. Et il y a même eu une photo où on m'a dit, j'ai même eu un commentaire qui m'a dit « Ouais, ben c'est simple, hein, t'arrêtes la fumette et tu manges sainement. » Je ne fume pas, et j'essaie déjà de manger le plus sainement possible. Donc voilà, ça ne fait pas tout. Une bonne hygiène de vie n'empêche pas d'avoir des complexes, de parfois avoir une sale gueule. Enfin, voilà, je me suis pris des remarques quand même désagréables. Et ben, j'essaie de me dire que ce sont des gens... En plus, ces personnes-là, je suis allée voir leur profil par curiosité. Alors, c'était des gens qui soit avaient une photo, mais vraiment dégueulasse, une photo de profil. En plus, souvent, elles étaient célibataires. Je ne dis pas ça pour bâcher les célibataires, pour dire que toutes les célibataires sont frustrées parce qu'elles n'ont pas de mec, hein, bien sûr, ce n'est pas du tout mon propos. Mais enfin voilà, donc c'était des personnes qui étaient célibataires, qui avaient une photo moche en profil ou qui n'osaient même pas mettre leur photo en profil. Donc je suppose que c'est des personnes qui étaient elles-mêmes déjà très mal dans leur peau. Donc voilà, je veux dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, encaisser les critiques. C'est comme s'accepter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est pas une fatalité. C'est pas impossible non plus. Et que vous pouvez très bien vous accepter tel que vous êtes. Vous pouvez très bien avoir besoin de changer quelque chose avant de vous accepter. Vous pouvez très bien vous accepter un jour à un moment T de votre vie et à un autre moment parce que vous aurez vécu d'autres choses en ce moment. On change, on n'est jamais 2 jours de suite la même personne parce que on va consommer du contenu. Quand je dis consommer du contenu, ça peut être regarder des films, lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, regarder des TikTok, qui font que notre opinion va évoluer, notre image de nous va évoluer. Et ben voilà, je veux dire, vous-même, vous allez évoluer tout au long de votre vie. Vous allez évoluer mentalement, vous allez évoluer physiquement, et vous allez très bien pouvoir vous accepter à un moment, et plus à un autre moment. Hein, vous allez peut-être... vous allez être... je vais prendre 2 exemples extrêmes. Vous allez être en surpoids, et vous kiffez en surpoids, vous adorez en surpoids, et puis décider un jour pour votre santé, ben non, voilà, faut que je perde 10 kilos, faut que je perde 15 kilos. Voilà. Ou à l'inverse, vous allez être très mince pendant une période de votre vie, et on va vous dire que vous allez avoir envie de devoir prendre du poids, ce qui a été mon cas quand j'ai voulu un bébé. Hein. C'était pas longtemps après cette période où j'avais perdu énormément de poids, et je n'avais plus mes règles. Et donc j'ai dû reprendre du poids pour que mes cycles reviennent et pour pouvoir avoir un bébé, quoi. C'est ça. Et pourtant, j'avais accepté ce corps et il a fallu que je prenne du poids et du coup, je n'acceptais plus ce corps qui n'était pas capable de faire un bébé. Il a fallu que je prenne du poids. Et bah voilà. Et puis c'est comme ça. Et puis après la naissance de mon fils, j'ai repris du poids, j'ai gardé certains kilos, parce qu'après une grossesse, c'est rare qu'on perde vraiment tous les kilos, on en garde un petit peu. Et j'avais gardé 5 kilos. J'ai pris grosso modo 5 kilos à chaque grossesse. Hein. Je faisais 44 kilos avant la naissance de mon fils. J'en ai fait 48, 49, j'avais reperdu un peu. Et après la naissance de ma fille, là maintenant, je fais aujourd'hui entre 53 et 54 kilos. Et comme ça. Voilà, des fois, ça me fait très bizarre de me dire que je fais 10 kilos de plus qu'il y a 20 ans. Bon, alors, ça, 10 kilos, c'est rien. Hein. Il y en a qui prennent beaucoup plus de poids entre-temps. J'ai de la chance, mais comme je l'ai dit, j'ai toujours fait plus ou moins... mon petit appétit aide, voilà, pas mal.
hein, j'ai un petit estomac, petit appétit, donc c'est vrai que ça aide. Ça aide à pas prendre trop de poids, et j'ai aussi un bon métabolisme. Mais après, pareil, je ne me repose pas dessus, parce que je sais que mon métabolisme change. Là, je sais que maintenant, si je fais trop d'excès, à 40 ans, oui, je prends du poids, hein, comme tout le monde. Hein. Si je fais des excès, je grossis. Je sais que quand je vais approcher la ménopause, mon métabolisme va encore changer et qu'il est possible que je prenne encore plus de poids. Voilà, c'est tout. Que simplement ce soit les hormones qui me fassent prendre du poids ou que je vais stocker du gras autrement, je ne sais pas. Mais il est possible que mon corps change et que je vais devoir m'adapter à ce moment-là. Donc soit l'accepter, soit changer ce que je peux changer si j'en ai envie, hein, parce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez en fait. C'est votre corps, c'est vous qui fixez vos règles. Alors c'est le my body, my rules, c'est pas qu'une question de consentement, tout ça, ou de le montrer ou ne pas le montrer. C'est aussi une question de qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas. Voilà, simplement. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. J'ai beaucoup blablaté déjà, donc je vais m'arrêter là, parce que je sais que pour vous, ça va commencer à faire long. Je sais que moi, avec les vidéos de plus d'1 heure, j'ai du mal. Je les regarde en plusieurs fois. Les vidéos de ma coach Nathalie Laura Nathalie, font souvent 2 heures ou plus, et je sais que je les regarde en plusieurs fois, parce que je sais que ça va être long. Et pourtant, j'adore l'écouter parler. En fait, je m'inscris à ces formations juste parce que j'aime l'écouter parler. Je me sens tellement bien, en fait, après l'avoir écoutée. Elle transmet tellement d'amour dans ses vidéos que, voilà, je m'inscris à ces formations juste pour ça, juste pour l'entendre parler. Et voilà. J'espère que vous aussi, vous avez autant de plaisir que moi à écouter parler. Alors, je n'ai pas l'énergie qu'elle est là. Je ne sais pas si je vous transmets autant d'amour qu'elle transmet, mais c'est ce que j'espère à terme. Voilà, donc je vais m'arrêter là de cette vidéo. Comme toujours, hein, petit instant promo, j'ai toujours ma formation de petite souris à Power Girl. Donc, où je vous partage tout ce qui a fonctionné pour moi pour justement accepter mon corps, me débarrasser de mes complexes ou d'une partie de mes complexes, améliorer mon mental aussi, avoir un mental plus de gagnante, hein, plutôt qu'un mental je vais toujours avoir un mental de loser, quoi. Non, mais ça sert à rien que j'essaye, parce que de toute façon, ça marchera jamais pour moi. Hein, vous savez, ce genre de mentalité-là. Et de passer une main dans j'essaye quand même, ou pire, il se passe quoi? Voilà. Donc vraiment, c'est tout un coaching mindset. Donc c'est une formation en ligne, celle-ci. C'est pas comme mon accompagnement Boost ton énergie créative. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez. Vous pouvez vous inscrire aussi, hein, mais je pense que si vous avez regardé cette vidéo-là, c'est plus la formation de Petite Souris à Power Girl qui vous sera utile. Et donc je vous partage tout ce qui m'a aidé, tous les exercices de développement personnel que j'ai fait, qui m'ont aidé à faire chaque fois un petit pas en avant. Et ces exercices, peut-être que vous aurez besoin de les faire plusieurs fois. Moi, c'est des exercices que j'ai fait plusieurs fois parce que j'ai suivi aussi plusieurs formations, plusieurs coachings, plusieurs accompagnements. Et il y a des exercices que j'ai été amenée à refaire par rapport aussi aux livres que j'ai lus qui m'ont amenée à refaire plusieurs fois les exercices. Donc, même si vous avez déjà suivi un accompagnement en confiance en vous, vous pouvez prendre le mien. Parce que moi, c'est pareil, j'en ai suivi plusieurs. Parce que c'est bien d'avoir les idées. Il n'y a pas une formule magique qui fonctionne pour tout le monde. Il faut piocher un peu à droite, à gauche, comme moi je l'ai fait. Des fois, il y a des choses que vous avez avoir besoin qu'on vous répète, qu'on vous répète, qu'on vous répète. Et des fois, la façon dont... Ça peut être quelque chose que vous allez entendre 10 fois, mais la 11e personne qui va vous le dire, ça va vous parler autrement. Et ça va déclencher chez vous quelque chose que ça n'a pas déclenché les fois d'avant. Ou parce que vous les avez entendus à un meilleur moment. Les premières fois où vous l'avez entendu, c'était pas encore le moment pour vous. Et cette 11e fois, ça va être le bon moment pour vous. Donc, c'est quelque chose qui est jamais fini, qui est jamais figé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation, même si vous avez déjà suivi des accompagnements. Donc, c'est 2 petites souris à Power Girl. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir encore plus de contenu sur ma chaîne que j'ai fait sur ma chaîne, abonnez-vous. Alors, je vais mettre mon doigt, je ne sais pas de quel côté.
Ouais, j'ai des caméras qui filment en normal et des caméras où je me vois en miroir. Donc je sais jamais de quel côté c'est. Donc je crois que ça va être de ce côté-là. Voilà, ma tête pour vous abonner. Et de ce côté-là, pour voir une autre vidéo, si je ne me trompe pas. Voilà. Et ben, abonnez-vous. Likez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Parlez-moi de vos complexes et tout. Comme ça, moi, je peux éventuellement vous répondre et puis vous orienter soit vers ma formation, soit vers une autre de mes vidéos, soit vers un exercice, peu importe. Je ne vais pas vous pousser à acheter à tout prix, même si le fait d'investir financièrement, ça vous motive plus à faire les exercices et à faire le travail. Parce que je ne compte plus les vidéos ou les accompagnements gratuits ou pas chers que je n'ai jamais ouverts ni regardés. Donc, voilà. C'est un petit pas. C'est un petit acte d'amour envers soi. Oui. Oui, oui, il faut l'accepter comme ça. Je sais. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à comprendre pour tout le monde, mais qu'investir dans un accompagnement ou une formation, c'est un acte d'amour envers soi-même. Parce que, on veut se faire du bien, on veut devenir quelqu'un de meilleur, on veut se sentir mieux dans sa peau. Puis voilà. Et puis oui, c'est dur de se dire, punaise, mais j'ai claqué 500 balles juste pour moi. Mais si on vous disait que c'est une opération que vous devez absolument faire pour votre santé, vous les lâcheriez. Et là, c'est pareil, c'est pour votre bien-être mental que vous allez investir ça. À long terme, ça revient moins cher que des séances de psy. Alors, ça remplace pas les séances de psy, mais enfin voilà, vous n'hésiterez pas, par exemple, à aller voir un psy qui n'est pas forcément remboursé ou qui fait des dépassements d'honoraires. Alors, pourquoi pas avoir un coach qui va avoir une façon de travailler qui est différente, une approche qui est différente. Le psy va surtout être là pour diagnostiquer, vous donner des médicaments s'il faut. C'est complémentaire tous les deux. Moi, je suis suivie par un psychiatre. Je suis suivie par des coachs. Voilà, je prends soin de ma santé mentale. Après des années à m'être sentie très mal dans ma peau, avoir très mal vécu. Pour vous donner un dernier exemple, avant que cette vidéo ne dure des plombes, j'ai eu des moments où je me sentais tellement mal dans ma peau que ma peau me semblait trop petite pour mon corps. J'avais envie de l'arracher, c'était douloureux physiquement. C'était douloureux, comme si ma peau me brûlait, comme si elle allait craquer, comme si elle n'était pas capable de contenir tout ce que j'étais, comme si j'étais à l'étroit à l'intérieur, c'était physiquement douloureux. Donc, c'était là que j'avais pris ma première décision de me faire suivre. Et j'ai recommencé par me faire suivre par les psychiatres à chaque fois que je retombais dans ce genre de schéma. Et depuis que je me fais accompagner, j'arrive aussi beaucoup mieux à reconnaître mes symptômes, à me connaître moi-même, à reconnaître mes symptômes et à savoir quand ça va pas, à voir à quel moment j'ai besoin de consulter ou à quel moment c'est juste l'ego qui a peur. Donc c'est des choses qui sont complémentaires, l'un n'exclut pas l'autre, au contraire. Ne prenez pas ce que je vous dis pour, je ne vais pas dire pour argent comptant, mais pour une vérité absolue, pour le remède à tous vos maux. N'hésitez pas à consulter vraiment en cas de besoin. Mais voilà, vous pouvez me confier vos problèmes en commentaire ou vous me contactez en privé sur les réseaux si vous voulez. Et je saurai vous orienter vers une vidéo ou un de mes accompagnements qui sera le mieux adapté pour vous. Sur ce, donc, voilà, petit rappel de la fin. Donc, abonnez-vous à la formation, inscrivez-vous à la formation de Petite Souris à Power Girl pour avoir toutes mes astuces, prendre confiance en vous et vous sentir mieux dans votre peau. Si vous aimez ma chaîne, vous cliquez sur ma tête pour vous abonner. Non, c'était l'autre. Vous cliquez sur ma tête pour vous abonner. Vous pouvez voir une autre vidéo ici. Et vous me laissez un petit j'aime, ce serait vraiment super sympa. Pour l'algorithme et tout ça. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, je vous envoie plein de bonnes ondes aussi, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer vos vies. Bye bye.